En 1915, dans un palais européen, vous vous trouvez au milieu de salles ornées de piliers de marbre et de portraits dorés des anciens rois et reines. Le bruit de vos pas résonne dans les couloirs qui ont résonné du pouvoir pendant des siècles. Cependant, ce jour marque un événement qui restera dans l'histoire pour des années à venir, la naissance d'un enfant royal dont l'existence ébranlerait les fondements des croyances sur la perfection royale, l'autorité et la légitimité de la lignée. Les mains de la sage-femme tremblent et tandis qu'elle enveloppe la princesse prussienne nouveau-née dans des couvertures de soie, soutenant le regard du médecin traitant avec un mélange d'inquiétude et d'appréhension. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Il s'agit de la princesse Alexandrine, petite fille de l'empereur Guillaume II, et elle vient de devenir l'un des premiers cas recensés d'enfants royaux nés avec le syndrome de Down. En dévoilant des histoires secrètes que les familles royales ont longtemps cherché à taire, cet ouvrage brisera des traditions séculaires ou forgera un nouveau récit sur la façon dont les puissantes dynasties gèrent les situations extraordinaires au sein de la monarchie. Si vous êtes captivé par la découverte de vérités secrètes cachées derrière les familles royales les mieux gardées de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir plus de contenu révélant ce qui s'est réellement passé au-delà des murs du palais. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour indiquer où vous vous trouvez. C'est fascinant de plonger ensemble dans ces secrets royaux enfouis depuis différentes régions du monde, unis par notre passion commune pour des histoires qu'ils n'ont jamais voulu que nous découvrions. Il ne s'agit pas d'une simple saga de scandales royaux ou de machinations politiques. C'est un voyage dans des chapitres de l'histoire jusqu'alors inédits. Ce récit dévoile le conflit entre l'autorité absolue et la fragilité humaine, l'influence prégnante de la fixation sur la lignée qui impose des décisions insupportables et la transformation de certains des descendants les plus chanceux de l'histoire en ses victimes les plus douloureuses. Les individus que je vais dévoiler, la princesse Alexandrine, Nerissa et le lion de Catherine Beau, le prince Jean du Royaume-Uni, ne figurent peut-être pas dans les biographies royales conventionnelles, mais leurs récits modifieront considérablement votre compréhension du prix réel du maintien sur le trône. Commençons par une question qui hante toute lignée royale. Que se passe-t-il lorsque le coup de dé génétique qui confère votre pouvoir engendre également votre plus profond embarras? Pendant des siècles, les monarchies européennes ont bâti leur légitimité sur l'idée de lignée divine, la croyance que leurs gènes étaient sanctifiés par des forces supérieures, les rendant intrinsèquement supérieurs au commun des mortels. Les mariages entre parents intensifièrent le réseau de l'ascendance royale visant à concentrer l'essence et le pouvoir divin. Cependant, la génétique négligeait les couronnes et les décrets divins. Cette même consanguinité, censée maintenir leur supériorité, provoqua au contraire une catastrophe génétique se traduisant par diverses anomalies physiques et déficiences mentales. Lorsque ces descendants naquirent dans des familles fondées sur le mythe de la suprématie génétique, le conflit entre réalité et mythologie royale aboutit à certains des choix les plus douloureux de l'humanité. En 1915, en pleine tourmente de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement imminent de l'Empire allemand, la princesse Alexandrine de Prusse arriva, accablée par les exigences impériales et un chromosome supplémentaire qui façonna entièrement sa vie. Née au sein de la puissante maison de Hohenzollern à l'apogée de l'Empire allemand, elle était la petite fille de l'empereur Guillaume II. Ses parents, le prince héritier Guillaume et la princesse Cécile, attendaient avec impatience leur cinquième enfant et première fille, nouvelle recrue illustre de leur lignée royale. Pourtant, dès son plus jeune âge, Alexandrine affichait des traits uniques qui dérogeaient à la norme. Des signes de trisomie 21, avec ses traits du visage caractéristiques et ses retards de développement, la distinguaient de tous les autres membres de la famille royale. À une époque où les connaissances médicales sur les maladies génétiques étaient rudimentaires, où la trisomie 21 était souvent qualifiée de mongolisme et considérée comme une tare morale ou une punition divine, l'arrivée d'Alexandrine posa un dilemme douloureux à sa famille. Le caractère extraordinaire de l'histoire de la princesse Alexandrine ne tient pas seulement à sa naissance avec la trisomie 21. Il réside dans le parcours que sa famille a choisi de suivre. À une époque où les familles royales dissimulaient, abandonnaient ou institutionnalisaient souvent les enfants handicapés, les parents d'Alexandrine ont opté pour une voie novatrice. Ils ont résisté à la norme de l'isolement, l'ont incluse sur les photos de famille officielles, l'ont emmenée à des événements publics et l'ont traitée comme leur fille chérie, plutôt que comme un secret caché. Cette décision atypique est évidente sur les photographies de cette époque qui nous sont parvenues. La voilà, présentant clairement des signes de trisomie 21, portée avec fierté par sa mère sur les portraits de famille officiels.
Elle apparaît à nouveau, assistant à des cérémonies publiques aux côtés de ses frères et sœurs, non comme un fardeau à dissimuler, mais comme un membre essentiel de la famille royale. Les expressions sur ces photos témoignent d'un amour maternel profond qui défiait les normes sociales de son époque, l'attitude avant-gardiste de la famille allant au-delà de la simple tolérance. Alexandrine fut inscrite dans des écoles adaptées aux enfants handicapés, privilégiant le sport, l'art et des programmes éducatifs personnalisés. Au début du XXe siècle, une telle approche était révolutionnaire, car la plupart des enfants souffrant de troubles du développement étaient soit cachés, soit placés dans des institutions où ils vivaient dans la misère jusqu'à leur mort. Cependant, le récit d'Alexandrine prend une signification extraordinaire lorsqu'on considère la période qu'elle a vécue. Née pendant la Première Guerre mondiale, elle a traversé la chute de l'Empire allemand, les troubles de la République de Weimar, l'émergence du régime nazi et la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas d'une enfant handicapée ordinaire tentant de survivre dans l'Europe du XXe siècle. Il s'agissait plutôt d'une personne remarquable traversant les bouleversements historiques. Un enfant handicapé a enduré la période la plus meurtrière de l'histoire européenne pour les personnes handicapées sous le régime nazi. Le programme Action T4 a systématiquement éliminé plus de 275 000 personnes handicapées entre 1939 et 1945. Les personnes atteintes de trisomie 21 étaient intentionnellement ciblées dans le cadre du plan eugénique d'Hitler, visant à façonner une société sans préjugés raciaux. Les hôpitaux ont vidé leurs services, les institutions ont été transformées en centres d'euthanasie et les familles auxquelles ont été contraintes de remettre leurs proches handicapés, qui ont ensuite été assassinés et leurs restes incinérés pour dissimuler les atrocités. La princesse Alexandrine a néanmoins survécu à cette épreuve. Les historiens se demandent si son statut royal l'a protégée de la machine d'extermination nazie ou si la richesse et les relations de sa famille ont permis une dissimulation plus efficace que celle que les familles allemandes moyennes pouvaient obtenir pour leurs enfants handicapés. Dans les régions sous domination nazie, des milliers de personnes atteintes de trisomie 21 furent impitoyablement assassinées. Cependant, Alexandrine réussit à survivre, élevée par sa famille dévouée et ses soignants qui risquèrent tout pour sa protection. Le fait qu'elle ait vécu jusqu'à 65 ans, une espérance de vie supérieure à celle de la plupart des personnes atteintes de trisomie 21 de son époque, témoigne des soins exceptionnels qu'elle reçut tout au long de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de richesse ou de privilège royal. Il s'agissait d'une famille choisissant inébranlablement de chérir sa fille, malgré son handicap, même au cœur des chapitres les plus turbulents de l'histoire européenne. L'histoire extraordinaire de la princesse Alexandrine n'est qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont les familles royales traitent leurs enfants handicapés. Ces expériences d'acceptation et d'inclusion étaient malheureusement rares au sein des cercles royaux européens. Contrairement à Alexandrine, acceptée par sa famille, de nombreux autres enfants royaux handicapés ont connu l'éloignement, le placement en institution et l'oubli des annales familiales. Cette disparité est évidente lorsqu'on examine d'autres familles royales à la même époque. Tandis qu'Alexandrine bénéficiait d'une éducation spécialisée et figurait dans les albums de famille, d'autres familles royales ont pris des décisions radicalement différentes concernant leurs enfants handicapés, des choix restés secrets pendant des années et qui seraient finalement dévoilés comme l'un des épisodes les plus honteux de l'histoire royale contemporaine. L'illustration la plus effroyable de la disparité des familles royales face aux enfants handicapés n'a pas été observée dans l'Allemagne en guerre, mais dans une Grande-Bretagne prétendument cultivée, où deux jeunes filles ont été victimes d'une tromperie si calculée et si détachée émotionnellement qu'elle a stupéfié le monde lorsque la vérité a finalement été révélée des décennies plus tard. Voici Nerissa et Catherine Beaulion, cousines germaines de la reine Élisabeth II, leur père, John Herbert Beaulion, étant le frère de la reine-mère. Nés respectivement en 1919 et 1926, ces sœurs souffraient de graves troubles du développement qui limitaient leur capacité mentale à celle d'un enfant de 3 ans et les empêchaient de communiquer verbalement toute leur vie. Leur histoire, cependant, révèle ce qui constitue sans doute un chapitre sombre de l'histoire royale britannique concernant les membres handicapés de la famille. En 1941, alors que Nerissa avait 22 ans et Catherine seulement 15 ans, la famille royale prit une décision qui allait laisser une marque indélébile sur la monarchie britannique pour les générations à venir. Au lieu de bénéficier de soins dans leur environnement familial, ces jeunes femmes vulnérables furent discrètement transférées à l'hôpital Royal Earlswood dans le Surrey.
un établissement spécialement conçu pour accueillir les personnes handicapées mentales à l'abri des regards. Cet acte était plus qu'un simple détachement émotionnel. Il s'agissait d'un choix délibéré de les éloigner de leur environnement familial immédiat. Cependant, ce déménagement ne se résumait pas à une simple séparation physique. La famille royale a choisi de dissimuler ses sœurs, gardant leur existence secrète pendant plus de 50 ans. Ce n'est qu'en 1997, après la mort de la princesse Diana, que le secret a finalement été révélé par un documentaire de la BBC, The Hidden Royal Family. Cette révélation a suscité l'indignation du public et soulevé des questions sur le traitement des membres handicapés de la famille royale britannique. Il s'agissait d'une élimination systématique. La tromperie qui s'ensuivit fut stupéfiante par son ampleur et sa cruauté. Nerissa et Catherine furent internées dans un établissement de soins de longue durée, isolé de la vie publique. Leur propre famille propagea ensuite de faux documents publics. La pairie de Burke, source faisant autorité sur l'aristocratie britannique, fut délibérément désinformée avec de fausses informations, affirmant que Nerissa avait péri en 1940 et Catherine en 1961. Les documents familiaux officiels furent falsifiés, les arbres généalogiques révisés, et ces deux personnes vivantes furent déclarées décédées par ceux-là même qui étaient censés les chérir et les protéger. Réfléchissez à la nature calculée de cette tromperie. Quelqu'un a délibérément choisi de fausses dates de décès. Quelqu'un a intentionnellement contacté la pairie de Burke avec des informations falsifiées. Il était nécessaire d'empêcher tout parent de révéler par inadvertance l'existence des sœurs en public, instaurant ainsi une conspiration du silence multigénérationnel au sein de l'une des familles les plus prestigieuses du monde. Il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive ni d'une erreur isolée. Il s'agissait plutôt d'une tentative prolongée pour les effacer complètement de l'histoire familiale, leur existence étant jugée préjudiciable à la dignité royale. Les sœurs vivaient dans des conditions institutionnelles bien éloignées de l'opulence dont jouissaient leurs proches. L'hôpital royal Earlswood était réputé pour sa surpopulation, son manque de personnel et ses conditions d'hygiène insalubres. D'anciens employés ont raconté que des services où 40 patients étaient soignés par seulement 2 infirmières régnaient sur la famille royale, créant une atmosphère de négligence et de désespoir. Malgré leur lien avec la royauté, Nerissa et Catherine ne bénéficiaient d'aucun traitement de faveur. Vivant dans des conditions de vie précaires ou négligées, comme les autres patients, elles ne recevaient que 125 heures par an de l'hôpital, une somme dérisoire comparée à la fortune de leur riche famille royale. Le plus triste dans leur histoire est l'éloignement émotionnel total qu'elles ressentèrent de leur famille. Durant toute leur décennie d'internement, aucune trace de visite d'un membre de la famille royale ou de Boslian ne subsiste. Pas même une seule fois. Pas de vœux d'anniversaire, pas de messages de vacances, rien n'indiquant leur existence. La reine-mère, leur tante et marraine de Mencap, une association pour les personnes handicapées mentales, ne rendait jamais visite à ses propres nièces qui se trouvaient à quelques kilomètres de ces somptueux palais. Bien qu'elles aient été physiquement et émotionnellement coupées de toutes les personnes en qui elles auraient dû avoir confiance, les sœurs n'ont jamais oublié leur lignée. Au cours des années suivantes, le personnel de l'hôpital a observé des comportements touchants de la part de Nerissa et Catherine. Chaque fois que la famille royale apparaissait à la télévision, ces femmes se levaient pour faire une révérence ou saluer l'écran, conservant un sentiment de révérence envers leurs proches qui les avaient pratiquement reniés. Un moment émouvant s'est produit en 1981 lors du mariage du prince Charles et de la princesse Diana. Les sœurs ont été vues devant la télévision saluant leur cousine, la reine Elisabeth, qui s'approchait de la cérémonie. Un soignant a plus tard remarqué que, dans d'autres circonstances, ces femmes auraient probablement été des invitées de marque à ce mariage royal. Au lieu de cela, elles célébrèrent le bonheur de leur famille depuis une salle d'hôpital, invisible et oubliée par ceux-là même qu'elles honoraient à l'écran. Le secret absolu concernant Nerissa et Catherine dépassait le cadre du clan royal immédiat, touchant 3 de leurs cousines germaines maternelles, Idaner, Rosemary et Etheldreda Fan, admises dans le même hôpital le même jour. Cette institutionnalisation simultanée laisse entrevoir une stratégie familiale préméditée visant à soustraire tous les enfants handicapés à la surveillance publique. Cette institutionnalisation massive souligne la manière systématique dont les familles aristocratiques géraient à cette époque ce qu'elles considéraient comme des maladies génétiques honteuses. Les experts médicaux modernes émettent l'hypothèse que ces 5 cousines partageaient une maladie héréditaire imputable non pas à la lignée royale, mais à la famille de leur grand-mère maternelle. Cette maladie génétique n'avait aucun lien avec la lignée royale principale, ce qui ne représentait aucun danger réel pour les futurs monarques. Néanmoins, même cette connaissance n'a pas suffi à effacer la honte et la stigmatisation qui ont poussé ces familles à rejeter leurs proches les plus vulnérables.
Dans les années 1980, le journalisme d'investigation a révélé une vérité longtemps cachée concernant Nerissa et Catherine. Leur existence, en tant que cousine germaine vivante de la reine, a été secrètement dissimulée pendant près de 5 décennies, internées alors qu'elles étaient faussement déclarées décédées dans les registres aristocratiques. Le journal The Sun a révélé cette révélation saisissante en avril 1987, provoquant un séisme dans la société britannique et forçant celle-ci à s'interroger sur le traitement réservé par la famille royale à ses membres vulnérables. L'indignation publique a été rapide et décisive. Comment une famille incarnant les valeurs britanniques a-t-elle pu négliger deux femmes sans défense pendant des décennies? Pourquoi leur mort a-t-elle été dissimulée alors qu'elles continuaient de bénéficier de fonds publics et d'être vénérées? Ce scandale a révélé un aspect de la famille royale qui contredisait l'image méticuleusement entretenue de devoirs, de service et de loyauté familiale qu'elle cultivait depuis des années. Face à des décennies de tromperie, la réaction de la famille royale reflétait sa gestion habituelle des réalités inconfortables. Silence, aucune excuse, aucune clarification, aucune reconnaissance des difficultés vécues par ces femmes. Ce silence témoignait d'une insensibilité à l'égard des membres de leur famille en situation de handicap, même lorsque leur isolement a été médiatisé. Nerissa est décédée en 1986, un an avant l'éclatement du scandale, après avoir passé 45 ans en institution sans une seule visite de ses proches. Catherine a vécu jusqu'en 2014, décédant à 87 ans après 73 ans passés dans divers établissements. À sa mort, Nerissa a été enterrée dans une tombe indigente, marquée seulement d'une plaque en plastique portant son nom et un numéro de série. Pas de funérailles royales, pas de deuil familial, pas de reconnaissance de sa lignée royale. À la place, un enterrement secret qui résumait à quel point elle avait disparu de la mémoire familiale. Les sœurs Boslian, incarnant le destin le plus sombre pour les descendants royaux atteints de handicap. Cependant, leur histoire n'était pas unique. Partout en Europe, les lignées aristocratiques prenèrent des mesures similaires, poussées par le même mélange nocif de fixations génétiques, de préjugés sociaux et d'inquiétudes liées à la perception publique qui avait longtemps influencé la conduite royale. La principale disparité résidait dans le fait que la plupart de ces familles parvenaient à dissimuler leurs secrets plus efficacement. Dans diverses cours européennes, les médecins de cour élaboraient des procédures complexes pour gérer ce qu'ils appelaient, par euphémisme, les naissances malformatives. Les archives du Vatican dévoilent une correspondance médicale secrète entre monarchies, évoquant des stratégies pour gérer les affaires familiales privées. Les archives des palais français font état de la construction d'ailes secrètes, destinées à abriter les membres de la famille inaptes à être exposés au public. Des documents espagnols font état de paiements versés à des couvents isolés qui acceptaient de maintenir la progéniture royale dans le plus grand secret en vertu de vœux. Cependant, la complexité des perspectives royales envers les enfants handicapés est mieux illustrée par le prince Jean du Royaume-Uni, dont le récit contredit les idées reçues sur les approches de ces familles. Né en 1905, fils cadet du roi George V et de la reine Mary, le prince Jean semblait bien parti pour une éducation royale classique jusqu'à son 4e anniversaire, lorsque sa vie prit une tournure inattendue. Décrite au départ comme un bébé robuste et beau, profondément aimé de ses parents, tout changea radicalement par la suite. Dès l'âge de 4 ans, les médecins de la cour observèrent des altérations inquiétantes dans le développement du jeune prince. Il était décrit comme terriblement lent et peinait à accomplir des tâches que ses frères et sœurs accomplissaient sans difficulté. Son langage était retardé, ses interactions sociales anormales et il présentait des comportements répétitifs révélateurs de troubles du spectre autistique. Une crise d'épilepsie, événement marquant de sa vie, survint à l'âge de 5 ans. Cet épisode épileptique fut une épreuve terrifiante qui laissa les médecins de la cour perplexes quant aux explications et aux traitements alors inexistants. À une époque où l'épilepsie était fréquemment associée à la dégénérescence morale ou à un châtiment divin et où les personnes atteintes de troubles épileptiques étaient souvent internées, la famille royale fut confrontée à une décision difficile concernant son fils cadet chéri. L'aspect captivant de l'histoire de Jean réside dans son évolution au fil du temps. Contrairement au détachement émotionnel immédiat ressenti par les sœurs Bollyon, les interactions familiales de John furent d'abord étonnamment modernes. Pendant les 7 premières années suivant le diagnostic, il resta un membre pleinement intégré de la maison royale. Des photographies de sa vie de cette époque le montrent debout avec ses frères et sœurs, assistant aux événements familiaux et prenant part aux cérémonies royales comme si de rien n'était. Le roi George V, malgré sa réputation de sévérité et d'exigence, fit preuve d'une tolérance et d'une affection inhabituelle envers John.
Dans sa correspondance avec des dignitaires étrangers, il le dépeignit comme le seul enfant inobéissant. Cependant, cela ne traduisait pas de frustration, mais plutôt un sentiment de fierté pour l'indépendance ardente de son plus jeune fils. Tandis que ses autres enfants se conformaient strictement aux protocoles royaux, John suivait sa propre voie, et son père trouvait cette rébellion plus revigorante qu'humiliante. La reine Marie, réputée pour son attachement au décorum royal et à une conduite convenable, fit des concessions uniques pour satisfaire les besoins de Jean. Elle organisa des visites d'enfants de la région dans les résidences royales uniquement pour interagir avec son plus jeune fils, consciente qu'il avait besoin de fréquenter des pères qui ne critiqueraient pas ses comportements atypiques ni ses crises d'épilepsie. Des documents du palais font état de paiements versés aux familles dont les enfants accompagnaient Jean, garantissant que ses compagnons de jeu seraient correctement pris en charge en échange de la compagnie d'un prince solitaire. Le dévouement du couple royal envers Jean est d'autant plus remarquable si l'on considère les conseils médicaux qu'ils reçurent. Les médecins de la cour proposèrent un placement immédiat en institution prévoyant une détérioration de l'état de Jean et s'inquiétant de son fardeau croissant pour la monarchie. Les conseillers de la cour craignirent que les adversaires de la Grande-Bretagne n'exploitent le handicap de Jean à des fins de propagande, suggérant que la lignée royale était maudite ou affaiblie. Les conseillers politiques craignaient que les crises récurrentes de John lors de fonctions publiques ne minent la confiance dans la stabilité de la monarchie. Malgré cette pression, George V et la reine Mary résistèrent pendant des années, privilégiant l'amour à la politique, une attitude rarement observée chez des parents royaux. Ils adaptèrent les procédures royales aux besoins de John, organisèrent des cours particuliers lorsque l'éducation conventionnelle s'avéra inapplicable et établirent des zones sécurisées au sein des palais royaux pour sa sécurité pendant les crises. Le personnel du palais fut formé à identifier les signes avant-coureurs des crises de John et à intervenir par des soins médicaux plutôt que par l'alarme. Cependant, un moment décisif arriva lorsque John eut 11 ans, ces crises devenant de plus en plus graves et fréquentes, rendant les apparitions publiques impraticables. La décision de le transférer ne fut pas prise à la hâte, ni sans mûre réflexion. Les archives de 1916 témoignent de longues délibérations entre le roi, la reine et leurs confidents concernant le délicat équilibre entre les besoins de John et leurs devoirs royaux. La solution retenue, le transfert de John à Wood Farm, dans le domaine de Sandringham, souligne à la fois leur affection pour leur fils et les contraintes inflexibles de leur position. Cette décision ne constituait pas un repli sur soi, mais un arrangement méticuleusement conçu pour assurer à John une vie optimale compte tenu de son état de santé et des limites de son rôle royal. La pierre angulaire de cet arrangement était Charlotte Beale, gouvernante de John depuis sa plus tendre enfance et affectueusement surnommée Lala. Motivée par son devoir envers lui, elle accepta de se consacrer entièrement à ses soins, l'accompagnant à Wood Farm et cultivant un foyer chaleureux privilégiant le bonheur de John aux formalités royales. La décision de Lala illustre l'un des actes les plus altruistes de l'histoire royale. Elle implique qu'une reine renonce à ses propres projets pour garantir à un prince handicapé une affection et des soins indéfectibles. À Wood Farm, John s'épanouissait au-delà de ce qui aurait été possible dans le cadre strict de la vie à la cour. La reine Mary lui rendait régulièrement visite, offrant souvent des cadeaux et passant de longues heures à jouer avec son plus jeune fils. Le roi George V se rendait fréquemment à Sandringham, principalement pour voir John, et les archives du palais indiquent que ces visites étaient en source de joie au milieu d'un règne troublé. La reine Alexandra, grand-mère paternelle de John, fut peut-être son plus fervent défenseur. Elle transforma une partie des jardins de Sandringham en un espace unique où John put travailler la terre et les plantes, consciente que la nature lui offrait la tranquillité. Les ouvriers se souvenaient d'avoir observé la vieille reine et son petit-fils handicapé s'occuper ensemble de ce jardin, prenant plaisir à effectuer des tâches simples qui les reliaient à la nature. La communauté de Sandringham témoignait de l'affection à John, démontrant comment différentes perceptions du handicap peuvent s'épanouir lorsqu'on s'éloigne du stress de la vie bourgeoise. Les enfants du quartier devinrent ses compagnons, et plusieurs se souvinrent avec tendresse de leur relation avec le prince, l'un des moments les plus précieux de leur jeunesse. Ils parcourèrent la campagne à vélo ensemble, jouaient dans les bois entourant Wood Farm et participaient à des activités qui permettaient à John de vivre pleinement son enfance sans être soumis à une obligation royale. Ces amitiés étaient authentiques et réciproques. Malgré ses difficultés avec l'éducation formelle et l'étiquette royale, John possédait une compréhension émotionnelle qui attirait les gens vers lui. Ses camarades de jeu ne reconnaissaient pas un prince handicapé. Ils voyaient plutôt un garçon amical et amusant résidant dans une somptueuse résidence dont la grand-mère était la reine.
Cette acceptation désinvolte de la part d'enfants ordinaires contraste fortement avec l'appréhension et le rejet qu'il rencontrait fréquemment de la part d'adultes réputés savants et raffinés. Les soins prodigués à John, à Wood Farm, dépassaient les normes habituelles, mais étaient particulièrement impressionnants pour le début du XXe siècle, où les soins en institution étaient le courant pour les personnes handicapées. Il disposait d'un personnel de maison entièrement dévoué à ses besoins, d'un accès immédiat aux soins médicaux et de programmes éducatifs adaptés à ses méthodes d'apprentissage. Point crucial, il était entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de lui et qui considéraient que son handicap comme un simple aspect de son identité, plutôt que comme un trait distinctif. Les archives de cette époque témoignent de l'intensité de l'affection que John suscitait chez son entourage. Des lettres écrites par le personnel relatent ses rires contagieux, son appréciation des joies du quotidien et son talent à trouver le bonheur dans des moments souvent négligés. Une anecdote poignante raconte comment John restait des heures à la fenêtre en apprenant la visite de son père, le visage rayonnant d'une joie sincère en apercevant de loin le véhicule royal. Le lien entre John et Lala Bill est reconnu au sein du personnel du palais. Elle percevait instinctivement ses besoins, prédisait ses crises d'épilepsie et le comblait d'un amour qui lui permettait de se sentir en sécurité, malgré ses problèmes de santé. Leur lien dépassait les barrières conventionnelles entre serviteurs et membres de la famille royale. Lala assuma le rôle de la figure maternelle dont John avait besoin tout en lui donnant un but, donnant du sens à sa vie. Ce dispositif exceptionnel de soins dura 3 ans, jusqu'au 18 janvier 1919, date à laquelle le prince Jean, âgé de 13 ans, s'éteignit sereinement dans son sommeil des suites d'une grave crise d'épilepsie. Bien que triste, sa disparition souligna l'influence profonde qu'il exerçait sur tous ceux qu'il connaissait. Les préparatifs funéraires montrèrent que, malgré son handicap et son absence de la vie publique, Jean demeurait une figure chérie au sein de la famille royale. Tous les employés du domaine de Sandringham participèrent à ses funérailles, des domestiques de haut rang aux jardiniers et aux employés d'écurie. Sa tombe fut ornée de fleurs apportées par le personnel, les habitants du quartier et leurs camarades de jeu. La cérémonie fut célébrée avec tous les honneurs royaux et le roi George V et la reine Mary exprimèrent publiquement leur affection pour leur plus jeune fils, sans dissimuler leur chagrin ni minimiser l'importance de Jean pour leur famille. Le public a manifesté une profonde empathie à la disparition de John, laissant entrevoir une tolérance potentielle de la société britannique envers les handicaps royaux. Une tolérance que la famille avait auparavant appréhendée. Les journaux ont salué le courage du jeune prince face aux difficultés médicales, tandis que de nombreux éditoriaux ont salué la tendre affection de la famille royale. Le Daily Mirror a rapporté que John s'était éteint avec une expression sereine et angélique et que, pour la première fois dans la lignée royale, une famille avait fait preuve de franchise au sujet de l'épilepsie et des troubles du développement d'un parent. La description par le roi George V de la mort de son fils, comme un acte de miséricorde suprême, a révélé les sentiments complexes que ressentent les parents royaux face à leur progéniture handicapée. Il ne s'agissait ni d'indifférence, ni d'absence d'affection. Ce père avait vu son fils chéri endurer des années de crise d'épilepsie et de difficultés de développement, sachant pertinemment que malgré des moments de bonheur, la vie de son fils était aussi jalonnée de difficultés qu'aucun traitement médical ne pouvait atténuer. Le journal de la reine Mary, concernant la disparition de John, exprimait des sentiments similaires, la qualifiant de choc profond tout en concédant que pour l'esprit tourmenté de son petit garçon, la mort avait été une source d'immense soulagement. Leurs sentiments n'étaient pas ceux de parents ayant abandonné leur enfant ou honteux de sa présence, c'étaient plutôt les mots d'individus qui avaient profondément aimé et qui comprenaient que parfois la mort pouvait être une bénédiction pour les affligés. Les conséquences du décès de John ont laissé une trace indélébile dans l'histoire royale. Pour la première fois, une famille royale abordait ouvertement le handicap d'un de ses membres, offrant des soins affectueux plutôt que l'institutionnalisation et reconnaissant publiquement sa douleur plutôt que de nier l'existence de l'enfant. Malgré le retrait de John de la vie publique durant ces dernières années, pour le protéger plutôt que pour le dissimuler, sa mémoire fut célébrée au lieu d'être effacée. Néanmoins, cette approche apparemment progressiste du handicap royal présentait d'importantes limites, mettant en évidence les tensions persistantes entre affection personnelle et exigences publiques. L'histoire de John, bien que plus compatissante que beaucoup d'autres, a néanmoins conduit à son retrait de la vie publique lorsque son état est devenu difficile à gérer selon les conventions royales. L'affection de la famille pour lui était sincère, mais elle était limitée par des contraintes qui seraient considérées comme inacceptables aujourd'hui. Le contraste entre le traitement de John et celui des sœurs Boleyn est frappant.
Alors que John bénéficiait d'une attention constante de la part de sa famille, qui lui rendait régulièrement visite et faisait de son bonheur une priorité, Nerissa et Catherine furent totalement abandonnées. Contrairement au deuil public suscité par la mort de John et à la préservation de sa mémoire, les sœurs furent déclarées décédées de leur vivant. Contrairement à John, dont l'histoire s'est mêlée à l'histoire royale, les sœurs en furent totalement effacées. Ces destins disparates n'étaient pas nécessairement déterminés par la gravité de leurs handicaps ou les ressources dont disposait leur famille. Ils symbolisaient plutôt de profondes différences dans la manière dont les différentes familles royales jonglaient entre leurs préoccupations d'image et leurs obligations familiales privées. Certaines familles, comme celle de John, optèrent pour l'amour, même au milieu des épreuves. D'autres, comme les Boleyn, choisirent le détachement émotionnel pour parer à toute humiliation potentielle. À cette époque, la compréhension de ces maladies était extrêmement limitée, poussant les familles à prendre des décisions importantes par peur, superstition et pression sociale, au lieu de se fier à des informations fiables sur les capacités potentielles de leurs enfants handicapés. La trisomie 21 était souvent qualifiée de mongolisme, imputée aux défauts moraux des parents. L'épilepsie était considérée comme une forme de folie potentiellement contagieuse. L'autisme restait méconnu, laissant les familles aux prises avec des comportements incompréhensibles ou inexplicables. Cette ignorance médicale a favorisé un climat où les enfants royaux handicapés étaient souvent perçus comme une défaveur divine, menaçant les idéaux et la stabilité politique de la lignée royale ou considérés comme un handicap. Les choix qui ont bouleversé la vie de ces enfants ont été influencés par de multiples superstitions, des connaissances médicales erronées et des considérations politiques stratégiques, déconnectées de leurs besoins ou perspectives réelles. Néanmoins, certaines familles ont privilégié la compassion au pragmatisme, l'amour au statut social et la décence humaine à l'intérêt politique personnel dans ces conditions restrictives. La disparité de ces choix révèle des vérités de caractère durable qui survivent aux lignées royales ou aux époques historiques. Mis à l'épreuve de leurs valeurs, certains individus ont choisi de protéger les plus vulnérables, tandis que d'autres ont privilégié leur propre protection. Les récits de la princesse Alexandrine, des sœurs Bowes-Lyon et du prince Jean illustrent les différentes orientations empruntées par les familles royales face aux enfants handicapés. Mais ils ne sont pas les seuls exemples. Les archives des palais européens révèlent de multiples exemples détaillant les dilemmes difficiles auxquels sont confrontées diverses familles. Ces dilemmes découlent de leur besoin de concilier la dévotion familiale avec les exigences sociétales de compromis dans la sphère publique.